Donc on va commencer donc cette table ronde. Merci à vous tous d'avoir accepté cette invitation. Un grand merci à nos intervenants qui sont ici présents. Merci aussi aux intervenants qui ne sont pas ici dans la salle mais qui nous suivent depuis la Palestine occupée, de l'Italie et de la France. Donc merci à Mohamed Salah Toumi El Maroufi, merci à Neila Ajrad, merci à camarade Adel Samara aussi, donc de Palestine occupée. Merci à Saïd Bouamama, le sociologue Saïd Bouamama qui est en France, qui ne pourra pas assister de toute la séance avec nous parce qu'il est dans une importante réunion sur la commémoration de l'anticolonialiste guinéen Amilcar Cabral, mais on l'aura avec nous à 16h. Et merci aussi à Marinella Correggia, qui est la journaliste italienne, qui elle aussi est en Italie, et elle va être en communication avec nous plus tard. Donc le thème de cette table ronde, comme vous le savez, je ne sais pas si vous m'entendez bien ou avec le micro, ça va. Avec le micro, oui, hein? Avec le micro, c'est mieux. C'est mieux. Donc le thème de cette table ronde, c'est sur la gauche et la guerre, comme vous le savez, et c'est inspiré du livre du sociologue donc Saïd Bouamama, qui a écrit ce livre, qu'il a coécrit avec Michel Colomb, d'accord, et qui s'appelle donc Analyse d'une capitulation idéologique. C'est un livre qu'il a écrit en 2019, mais qui est toujours d'actualité. Donc, pourquoi nous avons choisi ce sujet? Bon, c'est un sujet que nous pensons que la guerre est un sujet qui nous concerne tous, les Tunisiens et la gauche en particulier, surtout en ce moment, quand on a des analystes, plusieurs analystes qui considèrent qu'on va vers une guerre nucléaire où on serait déjà dans une troisième guerre mondiale. Donc c'est un débat qui est ancien, qui est toujours actuel, qu'on ne pourra pas traiter ici de manière exhaustive, mais nous pensons qu'on peut déjà lancer des pistes de réflexion et d'action. Donc ça c'est le plus important. Et donc nous avons fait cela en choisissant certains militants de la gauche tunisienne et de la gauche, on va dire, du Nord, hein, des pays du Nord, et à travers aussi 2 livres et un documentaire. Donc les 2 livres sont celui de la gauche et la guerre, le livre de Neila Ajrad et le documentaire, on va voir un extrait, de la journaliste Marinella Correggia, qui est une journaliste anti-OTAN. Donc, je vais vous énoncer comment va se dérouler cette rencontre. On commencera par un rapide tour de table de présentation donc, des intervenants. Et ensuite, donc, on va attaquer tout de suite avec la présentation du livre de Saïd Bouamama. Donc, en ce qui concerne, je vais commencer par déjà présenter le bureau. Donc, je suis Signa Benigassan, je suis chilienne, mais j'ai toujours vécu, disons, en exil. Je n'ai pas pu... Ah, c'est là. Bonsoir. Enchantée, c'est Souleymane Mangané. Excuse-moi. Ben, c'est très bien que vous soyez là. Oui, je veux m'asseoir. Parce que normalement, il devait être assis là. Il n'est pas une chaise? Il ne voulait pas une chaise? Une chaise pour lui. Parce que normalement, il... Une chaise. Voilà, il y a de l'espace. Moi, je pensais qu'il allait... Salut. Bonsoir camarades. Mangana, c'est ça? C'est Souleymane Mangané. Toumi. Monsieur Mohamed Salah Toumi El Maroufi. Ah. Je suis le camarade Neila Ajrad. Neila Ajrad. Non, en arabe. Je suis désolée de... Souleymane, on avait prévu ça pour vous, mais comme vous aviez... C'était pas sûr. C'était pas sûr que vous alliez venir. Ok. Merci. Donc je continue sur la présentation. Donc je suis d'origine chilienne, comme j'ai dit, mais j'ai toujours vécu donc en exil après le coup d'État qu'il y a eu au Chili en 1973, le coup d'État de la bourgeoisie
contre l'unité populaire et le martyr président Salvador Allende. Et donc, depuis, j'ai toujours vécu, disons, à l'étranger. Je me suis quand même diplômée en sociologie, sociologie spécialisée dans les relations internationales. Et donc, en 2012, on a décidé de créer un bureau à Malte. Donc, ça fait déjà plus de 10 ans. Un bureau qui donc organise des campagnes d'information sur les luttes anti-impérialistes des pays qui subissent des agressions, principalement de l'OTAN. Les États-Unis, bien sûr, de l'OTAN et tous les mercenaires, tous les alliés qui sont liés. Donc ce bureau d'information, qui s'appelle Alba Granada North Africa, disons qu'il s'inspire du bureau qui a aussi existé en Algérie dans les années 70. Je ne sais pas si il y a beaucoup de gens dans les années 70 qui s'appelait justement le bureau de la résistance antifasciste chilienne. Et c'est un bureau qui, bien sûr, après le coup d'État de Salvador Allende, va mener des campagnes aussi d'information sur ce qui se passait réellement au Chili. Parce que le Chili était sous censure totale. Donc on avait, disons, les informations officielles étaient totalement déformées et ce bureau a fait un grand travail d'information sur les tortures, les gens disparus, enfin tout ce qui pouvait se passer au Chili. Et aussi à mener aussi des campagnes de solidarité envers tous les mouvements de libération nationale de l'époque. Donc disons que ce bureau, à sa manière et dans un autre contexte, disons, se place dans cette continuité. D'accord ? Donc, ça c'est pour les gens qui m'ont demandé qu'est-ce que faisait le bureau et qu'est-ce que c'était ce bureau. Donc le bureau a comme objectif principal d'organiser des campagnes d'information qu'on fait à travers des publications, on le fait à travers des tables rondes, on le fait aussi à travers des séminaires, on le fait à travers même des fois dans la rue, enfin on utilise les moyens qu'on a. Et on le fait ça depuis déjà plus de 10 ans à Malte, en Tunisie et aussi à Grenade, en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Voilà, ça c'est pour ma présentation. Maintenant, je passe la parole au camarade Mohamed Salatouni pour... Voilà, donc merci. Donc on va maintenant tout de suite passer à la lecture du texte du sociologue Saïd Bouamama. Comme vous étiez absent, mais en fait, là, il est dans une rencontre très importante parce que en France, je crois qu'il est à Lille, il est en train de se commémore les 50 ans de l'assassinat du grand anticolonialiste Amílcar Cabral. Et donc, il est dans cette rencontre et on va quand même essayer de communiquer avec lui à 16h. Oui, pour pouvoir lui poser, le saluer déjà et lui poser une ou deux questions, j'espère. Donc, bienvenue. Pour qui ne connaît pas Saïd Bouamama, donc Saïd est un sociologue de nationalité algérienne. Il est résident en France et il est engagé politiquement à la fois dans les luttes syndicales et ouvrières et dans les luttes liées à l'immigration et contre le racisme. Bon, il est affilié au syndicat, la CGT. Il est un des porte-parole du soutien aux sans-papiers de Lille et membre aussi de la coordination communiste. Ses principaux thèmes de recherche portent sur les classes populaires, l'immigration et les rapports nord-sud. Ça, ce sont ses thèmes principaux. Bon, il est auteur il est très prolifique dans l'écriture. Il est auteur de plus d'une vingtaine de livres, comme Figure de la Révolution africaine. Et aussi l'affaire Georges Ibrahim Abdal, c'est un livre très important. Et le dernier de ces livres s'intitule « Pour un panafricanisme révolutionnaire ». Donc on va, je pense, commencer tout de suite la vidéo avec la lecture du texte. Il faudrait éteindre peut-être la lumière. Voilà.
Le livre La gauche et la guerre analyse une capitulation idéologique, se veut une contribution et un appel à refonder un véritable mouvement anti-guerre dans les pays du centre dominant. Des constats évidents s'imposent depuis plusieurs décennies, à savoir: premier constat, l'absence de manifestations publiques s'opposant aux guerres que mènent les puissances occidentales. La dernière fois que ce type de protestation a eu lieu, c'est en 2003, à propos de la guerre de destruction de l'Irak. Second constat, depuis, de nombreux partis et organisations se proclamant de gauche ou d'extrême gauche développent des prises de position en termes de ni Saddam, ni Bush, ni Kadhafi, ni Sarkozy, ou encore ni Assad, ni djihadistes. Ce type de position masque les enjeux économiques et géostratégiques des situations, occulte les conséquences pour les peuples de ces guerres, masque la distinction entre agresseurs et agressés, occulte les véritables buts de guerre. Troisième constat, d'autres organisations, se proclamant également de gauche et d'extrême gauche, sont passées du ni à l'union sacrée, en appelant ouvertement à la guerre derrière leur classe dominante. La guerre de Libye en est un exemple parlant, où sous prétexte de s'opposer à un dictateur, ces organisations ont appelé à intensifier les interventions militaires occidentales. Ces constats ne font que révéler des symptômes qui reflètent une maladie plus profonde, qui est l'abandon des repères anti-impérialistes dans l'analyse des guerres. Cet abandon élimine les anticorps théoriques et idéologiques permettant de résister à la propagande de guerre. Cet abandon est une véritable capitulation idéologique à la hauteur de celle qui s'est déployée pour la Première Guerre mondiale. Pour cette guerre également, une grande partie de la gauche qui clamait son opposition à la guerre impérialiste avant 1914 s'est rangée derrière leurs gouvernements respectifs au moment du déclenchement de celle-ci. La capitulation idéologique actuelle est le résultat d'une offensive idéologique états-unienne relayée par les autres puissances occidentales. Cette campagne s'enclenche au moment de la guerre contre la Yougoslavie, avec en son centre le concept du droit et du devoir d'ingérence. Les puissances occidentales s'octroient ainsi un devoir comparable à celle de la mission civilisatrice de la colonisation, celui du droit d'intervenir militairement pour de pseudo-raisons humanitaires. Désormais, défendre une minorité opprimée, protéger le droit des femmes, défendre la démocratie, lutter contre le djihadisme, etc., sont des expressions qui se banalisent pour justifier la lutte pour le contrôle des matières premières et des espaces géostratégiques. La mission civilisatrice s'était également, elle aussi, en son temps, justifiée de la libération de l'esclavage en Afrique subsaharienne et de la lutte contre la dictature turque en Afrique du Nord. Avec le droit d'ingérence, toute condamnation d'une guerre est présentée comme un soutien à Milosevic, à Saddam Hussein, à Kadhafi, à Assad, à Poutine. Les attentats contre le World Trade Center sont la seconde séquence avec la dite guerre mondiale contre le terrorisme proclamée officiellement par les États-Unis. Désormais, toute remise en cause d'une guerre mettant en avant la lutte contre le terrorisme sera taxée d'appartenir à une idéologie rouge-brun. La troisième séquence est le lancement de l'idéologie dite anticonspirationniste. L'objectif de cette idéologie est tout simplement de disqualifier toutes les analyses critiques des stratégies des puissances dominantes. Interroger l'instrumentalisation des attentats de 2001 pour justifier le projet de balkanisation du Moyen-Orient devient du complotisme. Remettre en cause les buts de guerre en Libye devient tout autant du complotisme. Resituer le conflit en Ukraine dans son contexte historique devient également du conspirationnisme. Face à cette capitulation idéologique, il fallait rappeler quelques fondamentaux. Le premier fondamental qu'il faut rappeler est celui que nous apprend Clausewitz dans sa fameuse formule « La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens ». Comprendre une guerre, c'est comprendre la politique que mènent, avant cette guerre, les différents belligérants. Les puissances qui mènent des politiques de mise en dépendance et de domination ne peuvent pas avoir des buts de guerre émancipatoires. Des puissances qui ont initié le grand pillage des plans d'ajustement structurel qui ont fait sombrer l'ensemble de l'Afrique dans la misère ne peuvent pas brusquement être intéressées par la défense d'un peuple ou d'une minorité opprimée. Second fondamental qu'il faut rappeler, les buts réels de guerre sont toujours masqués par la propagande de guerre. Saisir les buts de guerre, c'est donc démasquer cette propagande de guerre dont nous rappelons les principales dimensions dans le livre, à savoir se présenter soi-même comme pacifiste et présenter l'autre comme belliciste. Secondo, construire l'adversaire comme barbare. Troisièmement, présenter l'intervention militaire comme la défense d'une noble cause. Quatrièmement, contrôler le débat public en diabolisant les opposants à la guerre. Et cinquièmement, enfin, produire une caution intellectuelle en mettant en avant médiatiquement des intellectuels pro-guerre. Pour démasquer la propagande de guerre, il faut distinguer le prétexte de la guerre et la cause de la guerre.
Au-delà du prétexte, 3 causes sont aujourd'hui les plus fréquentes en matière de guerre. Le contrôle des matières premières et de l'énergie, le contrôle des couloirs géostratégiques, et enfin, le fait de bloquer l'accès aux matières premières aux concurrents et en particulier aux BRICS. Pour mener à bien ces guerres, on n'hésite pas à faire sombrer dans le chaos des pays entiers. C'est ce qui se passe au Congo, c'est ce qui se passe en Libye, c'est ce qui se passe en Somalie. La stratégie du chaos est le choix d'installer un chaos politique à partir du moment où cela n'entrave pas la bonne marche économique, la bonne marche du marché, la bonne marche d'accès aux matières premières. Troisième fondamental qu'il s'agit de rappeler, une guerre s'analyse à ses conséquences. La comprendre, c'est donc prendre en compte ses conséquences. D'où la nécessité pour les tenants des guerres impérialistes de construire le silence sur les conséquences après la guerre. En effet, ce silence porte à la fois sur les effets directs et indirects de cette guerre, sur les effets immédiats et à long terme, sur les plans économiques et géostratégiques. Construire ce silence, c'est par exemple ce qui s'est déroulé avec la guerre en Libye. Rappelons que l'Union africaine était opposée à cette intervention, que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avait mis en place un comité ad hoc sur la Libye, composé des présidents mauritaniens, congolais, maliens, sud-africains et ougandais. Ce comité était parvenu à un accord avec Kadhafi, qui fut tout simplement ignoré par la France, l'Union européenne et les États-Unis. Ce faisant, c'est la notion même de bilan qui est impossible. Le silence empêche de faire le bilan. Le silence, c'est bien sûr masquer les contradictions dans le discours officiel, qui, en raison de l'évolution des tactiques, est contraint de se modifier au cours de la guerre. Toutes les guerres de ces 20 dernières années ont été marquées par des autodémentis, du charnier de Timisoara à la fiole de Colin Powell sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Quatrième fondamental qu'il s'agit de rappeler, les guerres se préparent longtemps à l'avance. Les futures guerres sont prévisibles parce qu'il faut produire le consentement à la guerre à l'avance pour qu'il puisse exister lors du déclenchement de cette guerre. Observer qui est l'objet de diabolisation aujourd'hui permet de prévoir les futures guerres. Iran, Russie, Chine, etc. En conclusion, disons que l'enjeu est de taille, car au niveau économique, les États-Unis sont en perte d'hégémonie. Il ne leur reste que la force brute pour maintenir cette hégémonie. Ce type de situation donne naissance à ce qui est appelé la stratégie de Thucydide. Ce dernier expliquait en effet la guerre du Péloponnèse dans l'Antiquité grecque comme la guerre d'une puissance déclinante pour maintenir son hégémonie. La nécessité d'un mouvement mondial anti-guerre s'entrant dans une analyse anti-impérialiste est plus urgente. Le livre se veut une contribution à l'émergence d'un tel mouvement. N'hésitez pas à ouvrir un peu la fenêtre parce qu'elle fait un peu... voilà. Même là. Voilà, donc j'espère que vous avez compris et apprécié l'intervention, donc la lecture très résumée du texte de Saïd Bouamama. Vous l'avez, j'espère que vous l'avez quand même compris. Bon, il n'a pas pu tout dire, tout ce qu'il y a dans le livre, bien sûr, et il a survolé certaines questions. Donc, avant de passer la parole au camarade Mohamed Salah Toumi El Maloufi, je voulais juste préciser 3 points qui sont quand même importants. Donc, le premier point, c'est que, en fait, dans le livre, il fait des différences qui sont quand même importantes. Donc, la première différence, il nous dit que la grande majeure partie des conflits armés se situe principalement en Afrique et au Moyen-Orient. En Amérique du Sud, bon, on l'a vu avec Al-Qaïda est présent dans plus de 20 pays africains et on le voit tous les jours, la lutte que mènent des pays comme le Mali contre ces mercenaires. Donc l'Amérique du Sud et l'Asie connaissent aussi des interventions récurrentes de la part, par exemple, des États-Unis. On l'a vu en Amérique du Sud avec des coups d'État ou des tentatives d'assassinat politique. Par exemple, il y a eu au Pérou, je ne sais pas si vous êtes au courant, la tentative, le coup d'État d'ailleurs, du président Pedro Castillo. Il y a eu la tentative d'assassinat de l'ex-présidente Cristina Kirchner en Argentine.
Lula aussi au Brésil, etc. Donc il y a de manière récurrente des tentatives de coup d'État, des tentatives d'assassinat pour mettre justement des pions qui peuvent garantir les intérêts des grosses corporations, des fonds d'investissement américains, canadiens ou australiens ou autres. Donc ça c'est pour en ce qui concerne cette différence. Donc la deuxième différence aussi, c'est qu'il nous dit que les gauches, il fait une différence entre les gauches du Nord et les gauches du Sud, ont des positionnements très différents vis-à-vis de ces guerres impérialistes. Donc il nous dit que, il nous a parlé de l'Union africaine. L'Union africaine, donc, quand il s'agit de la guerre en Libye, a proposé des solutions négociées, mais aussi il parle des pays de l'Alliance bolivarienne, donc de l'ALBA, dont nous soutenons, on soutient aussi cette alliance. Avec le président justement Hugo Chavez, ont proposé des solutions négociées contre l'agression que subissait la Libye, et il n'a pas été écouté. L'Occident a fait sourde oreille. Donc ça c'est pour les pays de l'ALBA qui ont comme principe trois principes importants: l'anti-impérialisme, la souveraineté nationale et la solidarité entre les peuples. Donc ça, ce sont trois principes très importants que je voulais souligner. Les pays de l'Alliance bolivarienne sont aujourd'hui 10 pays, d'accord. Principalement, bon, on va parler de Venezuela, de Nicaragua et de Cuba. Il y a aussi d'autres pays, la Bolivie et d'autres petites îles. Et ces pays donc ont comme principe important la souveraineté nationale. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui sont attaqués dans leur intégrité aussi territoriale. D'accord? Donc c'est une question très importante. La question nationale est très importante et elle est niée par les partis de la gauche nord. C'est une question qu'ils mettent toujours de côté. D'accord? Donc je pense qu'avec Neila Jrad, on va aborder aussi le sujet, et je pense aussi avec Mohamed Salatoum. Donc ça c'est une chose, et il nous parle aussi, le troisième point, c'est l'offensive idéologique. Il nous parle qu'il y a une offensive idéologique, qu'il y a une guerre cognitive. Il nous dit qu'il y a aussi une logique argumentaire qui s'est construite, et elle s'est construite dans le monde académique et dans le monde intellectuel. Donc c'est dans ce monde académique que se sont forgés des concepts qui ont infiltré les mouvements de gauche dans le Nord, dans le centre dominant. Il parle de centre dominant. Donc, ces concepts sont des concepts, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les intellectuels de la French Theory, par exemple comme Baudrillard, Derrida, Deleuze, toute cette école. Pierre Bourdieu peut-être. Aussi, on peut aussi insérer Pierre Bourdieu dedans, mais bon, il y a toute une série d'intellectuels français et américains, Judith Butler, bon, il y a toute une série d'intellectuels qui ont donc élaboré tout un corpus de concepts qui ont infiltré les mouvements de la gauche dans le centre dominant et qui ont, d'une manière, contribué à l'affaiblissement du mouvement anti-guerre. Un mouvement anti-guerre, il le dit, il le répète plusieurs fois, en 2003, quand il y a eu l'attaque en Irak, était un mouvement massif. Les gens sont descendus massivement dans les rues contre la guerre en Irak. Aujourd'hui, en 2011, lui il parle de 2011 parce que le livre est sorti en 2019, en 2011, pour la Libye, contre la guerre d'agression en Libye ou en Syrie, il n'y avait plus personne dans les rues en Europe. Hein. Ils étaient 3 chats. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Alors lui, il va chercher des raisons, donc il va essayer d'étudier ça de manière très détaillée, et il va nous dire donc qu'il y a des concepts comme, par exemple, bon déjà la question nationale, elle est mise de côté. Il nous parle de cet intellectuel Toni Negri. Toni Negri qui est un philosophe italien, qui était ex-Brigade Rouge, et qui a écrit un livre juste en l'an 2000, juste avant l'attaque des Twin Towers. Il a écrit un livre qui s'appelle L'Empire. Donc cette notion d'empire va s'opposer à la notion léniniste d'impérialisme, par exemple. Donc il y a déjà ce concept qui vient se graver. Il y a aussi, par exemple, toute une série d'analyses culturalistes, des analyses post-colonialistes, des analystes de genre. Tout ce corpus, disons, abstrait, conceptuel, va s'infiltrer dans ces mouvements et va affaiblir, donc il nous dit, les défenses, les anticorps. Il parle d'anticorps.
D'accord? Donc ça, c'est 3 points que je voulais quand même souligner. J'espère qu'on pourra peut-être en parler plus en détail. Voilà, c'est beaucoup. Merci beaucoup. Donc ici, ce n'est pas question d'être... Attendez, on va pas tout de suite... Oui. On va pas tout de suite débattre parce qu'on a d'autres interventions. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'ici, c'est pas question d'être avec Poutine ou pas Poutine. C'est pas la question. La question ici, il y a des enjeux déjà géopolitiques, il y a une lutte de classe internationale. Et il faut considérer, c'est-à-dire répéter les mêmes choses que nous disent les médias, que c'est une guerre entre Poutine et l'Ukraine ou l'impérialisme russe, c'est une fausse analyse. Selon nous, il faut considérer ça d'un point de vue qui sont les oppresseurs et qui sont les opprimés. C'est ça. Qui sont les oppresseurs et qui sont les opprimés. Qui sont ceux qui agressent, qui sont ceux qui depuis 30 ans sont dans l'expansion, d'accord? L'OTAN est dans l'expansionnisme depuis 30 ans dans les pays de l'Est, afin de déstabiliser la ceinture périphérique des pays de l'Est. Il y avait eu des accords avec, justement, après la contre-révolution en Russie, ils avaient eu des accords avec Gorbatchev, comme quoi ils n'allaient pas s'expandre au-delà des pays de l'Est. Et aujourd'hui, ils arrivent jusqu'en Ukraine. Je veux dire, la Russie, on le sait que Poutine n'est pas un communiste, on le sait que la Russie n'est pas l'Union soviétique, mais la question est-ce que la Russie doit laisser qu'on porte atteinte à sa sécurité nationale? Est-ce qu'on doit laisser que la Russie on porte atteinte à sa sécurité nationale? C'est ça la question. Est-ce que la Russie, qui est un pays extrêmement déjà riche du point de vue des ressources naturelles, qui est un pays qui a été colonisé et affaibli avec la contre-révolution, parce qu'il y a eu un processus de désindustrialisation. Aujourd'hui, c'est un pays semi-périphérique qui n'exporte que des matières premières, principalement. Est-ce qu'on doit laisser que ce pays se laisse envahir par des capitaux étrangers, comme ça s'est passé avec la contre-révolution en 1989? Parce que c'est ça la question. On peut pas, ce n'est pas une question d'être avec Poutine ou pas. C'est une question de soutenir des pays qui sont agressés. En soutenant les pays agressés, nous affaiblissons l'impérialisme de l'OTAN et l'impérialisme états-unien. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ça. Ils mettent tous les pays dans un même pied d'égalité. On n'est pas dans un même pied d'égalité, on est dans un développement inégal. D'accord? Il y a des pays faibles, des pays, surtout même la Russie, malgré que ce soit un des pays les plus grands du monde, elle a une frontière qui est très difficile à défendre. C'est un pays faible de ce point de vue-là, parce que défendre vous savez qu'est-ce que c'est défendre les frontières russes? C'est très difficile. Donc il y a ici un problème, je veux dire, cognitif, je dirais, pour comprendre quels sont les véritables enjeux. Voilà. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est un militant, il est un des membres fondateurs du Front populaire de libération pour la Palestine. Il est aussi un économiste et il est aussi auteur de plusieurs publications. Nous, on a traduit de l'anglais au français, on a traduit la contagion de la mondialisation il y a quelques temps. Mais il a aussi une revue de presse, il a plusieurs autres livres, documents en arabe. Donc, moi, ce que j'ai compris, surtout à la fin, c'est qu'il explique un peu les erreurs qu'ont commis les partis communistes en ce qui concerne, par exemple, la création de l'entité sioniste. Et aujourd'hui, donc parce que la création de l'entité sioniste qui a eu l'appui de plusieurs partis communistes, donc ça c'est une erreur fatale qui a été commise. Et l'autre erreur, c'est aujourd'hui, donc dans le centre dominant, des pays, les partis de la gauche du Nord, on va dire, c'est une tendance, soutiennent, comme l'a dit aussi Saïd Bouhamama, avec des positions équidistantes ou avec des positions faibles, se font des alliés objectifs de l'OTAN et donc de l'agression que subit particulièrement aujourd'hui la Russie. Et donc, dans ça, là maintenant,
je voulais passer la parole à Neil Ajrad, mais on a un petit contretemps. On va peut-être, parce qu'à 4 heures normalement, bon, on a le temps de faire quelques questions, et après on a Saïd Bouamama en communication, et après je vous passe la parole. D'accord? Parce que ça va être un peu... Oui? Vous pouvez parler sans le micro ou... Allez-y alors, allez-y. Bonjour, je m'appelle Abdelkif Hoffman. Je suis écrivain et chercheur multidisciplinaire. La question de la guerre est une question pertinente. Seulement, j'ai une toute petite remarque à faire. C'est à propos de l'importance du capital à l'échelle planétaire. Il faut un peu le savoir. Et je vais vous donner un chiffre. Il va vous clarifier certaines choses très importantes. La question est qu'aujourd'hui, il y a aux alentours de 800 T à l'échelle planétaire comme finance qui circulent. 800 T, ça veut dire 800 000 milliards de dollars. Et au sein de ces montants-là, il y a uniquement 2% qui sont réservés à ce que j'appelle l'économie réelle. Oui. Ça veut dire manger et se déplacer, tout ça. Oui. Et la question de fond qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, l'Occident ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne selon une stratégie. Et je vais vous faire la remarque sur ce point-là. C'est en 1973 qu'un certain David Rockefeller a mis en place sa stratégie. La stratégie de 1973 de David Rockefeller, qui est un financier, c'est pas un géopoliticien, c'est un financier. Et ce monsieur avait déjà prévu, à l'époque, de détruire l'Union soviétique. Oui, et oui, ça fait depuis longtemps. leur stratégie a bien fonctionné. Ça, on le sait. La problématique, par ailleurs, est que nous n'avons pas compris aujourd'hui que l'Occident ne fonctionne pas avec la gauche et la droite, Non. mais il fonctionne avec des stratégies bien Je précises. suis tout à fait. Et c'est là la question de fond. Oui. Or, à ce niveau-là, ce qu'il faut remarquer, c'est que si eux, ils ont une stratégie, pourquoi pas nous? Exact. Et toute la question de fond qui Oui. se pose, et je suis en train d'ailleurs de préparer un livre Oui. qui s'intitulera, j'espère, Oui. les leçons d'une guerre hybride. Et là, je vais tout dévoiler sur le plan multidisciplinaire, sur tous les points qui ont touché ce que j'appelle la guerre russo-ukrainienne. Cette guerre-là, elle n'a pas commencé par la Russie, il faut le reconnaître. Elle a commencé tout d'abord par les États-Unis, qui ont au préalable, sur le plan énergétique, ont fait ce que j'appelle, à mon niveau, ils ont augmenté le prix il y a 2 ans, Oui. 2 ans avant la guerre, Tout à fait. ils ont augmenté le prix pour vendre leur gaz de schiste, Exact. ok, oui. et pour empêcher les Russes de vendre à travers les pipelines Nord 1 et Nord 2, Nord Stream 1 et Nord Stream 2, Oui. pour l'Allemagne. Mais seulement ce qu'il faut savoir, c'est que l'Occident fonctionne au niveau géopolitique. Excusez-moi si j'étais un peu lent, hein, je suis désolé de le dire, mais c'était très important. Ce que l'Occident a mis en exergue, c'est que l'Occident n'accepte pas une coopération entre la Russie et l'Allemagne. Pourquoi? C'est simple. Parce que comprenez une chose, c'est que les anglo-saxons, dans leur manière de penser, pour eux, ils doivent rester les premiers à l'échelle planétaire. Et donc c'est eux qui vont diriger, selon leur concept, le nouveau gouvernement mondial. Et la question de fond, c'est qu'ils ne sont pas prêts à céder. Leur stratégie date depuis 1904. Tout ça, je l'ai reproduit dans mes livres, vous allez le savoir en détail. Merci. Et la question que je me soulève aujourd'hui, quelle est la perspective que nous avons préparée, pas seulement pour la gauche, mais je crois, entre ceux qui sont avec les États-Unis et ceux qui se posent aux États-Unis, qu'ils soient de gauche ou nationalistes, peu importe.
Je crois qu'il faut réviser ce point. Excusez-moi si j'étais un peu long, mais je vous remercie quand même. Non, une intervention très, très utile. Est-ce qu'il y a un autre? Oui. اوكي mais juste انا بنحب نشكر بالفعل المحاضرين اللي بالفعل اشاروا الى الواقع الاستعماري وواقع الحروب الظالمه اليوم. اثنين، انا في بالي الحاضرين كلهم مثقفين وكلهم عندهم زاد معناها سياسي وزاد محترم. فكيف نتصدى لهذه الحروب من موقعنا، خاصه ان الحركه الاشتراكيه في العالم ضعيفه اليوم وتمر بازمه يطول شرحها. وعليه فاني اقترح وارى ان المثقفين اليوم وكلكم مثقفات ومثقفون، أرى أنه عليكم فضح الأساليب المتوجة لأي حرب عنصرية. مستحيل باش يجي للبلدية والاستعمار وباش يعتدي على شعب وكل حقيقة. الاستعمار يسميه حماية، يسميه امتداد. أي حاجة يبررها يحاول يعمل لها بروباغندا ويعمل لها دعاية، وهذا تم الإشارة إليه ويحاول يمررها. اثنين، أنا في بالي اليوم الغايه بتاع الاستعمار على مستوى عالمي هي اولا انه يحاول يكتسح ويخلي كل الشعوب، خاصه القطب الواحد، يخلي كل الشعوب تحت السيطره بتاعه، والبلدان اللي ما تخضعش نسميها لي بي انزومي كيما كوريا الشماليه، كيما كوبا، كيما فنزويلا، كيما غيرها، برشا دول رفضت الخضوع للاستعمار. هذه كيف غايه من غايه الاستعمار يحاربها بالمحاصره الاقتصاديه ولا بالانقلابات العسكريه ولا اذا امكن بالتدخلات العسكريه. وقت اللي ما يلقوش بريتكست مقنع يكذبوا. في العراق عملوا لنا كذبه وتعدت علينا. قانون العراق عنده قنابل نوويه. تبين انها كذبه وانه كما قال لك مات 1.5 مليون، مشى 1.5 مليون من اجل كذبه فارغه. اخر ملاحظه لنقول الحقيقه التاريخيه. تعرف واش وقع في الاتحاد السوفيتي في 1939 والتريتي دو ريغليسيون، ولم يقع تحرر مع هتلر ولم يقع تقارب مع هتلر اصلا، وانما وقع معناها الحرب العالميه الثانيه اللي كان الاتحاد السوفيتي عمودها فقري واللي كان ساهم ابتداء من ستالينغراد ولينغراد الصامده ساهم في تحرير كل شعوب العالم. هذه حقيقه تاريخيه يجب ان لا ننساها وهي مناره لنا. شكرا. Donc il a parlé de la propagande de guerre. Ah d'accord. Merci beaucoup. Donc je crois que vous avez parlé de la propagande de guerre, c'est ça, des médias mensonges et de la propagande de guerre. Justement dans le livre ici La gauche et la guerre, il y a tout un chapitre justement sur les médias mensonges et quels sont les 5 principes en fait de la propagande de guerre. Comment les médias, les grandes corporations agissent pour justement laver les cerveaux, on va dire. Justifier voilà, exactement. Élaborer un consentement de la part des populations et faire que le mouvement anti-guerre, disons la contestation contre les guerres est faible aujourd'hui. Surtout dans le centre dominant. J'aimerais bien aussi savoir comment ça se passe en Tunisie. Par exemple, quand il y a eu la guerre d'agression en Libye ou en Syrie, est-ce qu'il y a eu des mouvements de contestation importants ou pas? Je sais pas. Et est-ce que ça c'est la question que je pose. Mais je sais pas parce qu'on a attends, non. On a 5 minutes. Ok, 5 minutes. Depuis tout à l'heure. Alors l'autre. حسب رأيي ثم مسألة ما طرحناهاش في إطارها الحقيقي، هو أنه باش نفهموا بالضبط مسألة الحرب واليسار يلزم نبدأ بالضبط المسألة في إعادة اقتسام العالم، لأن كي نشوف الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية باش نجم نفهم الحرب هذه لازم تكون بداية حرب هو كيفاش ثم قوى ساعدة ثم قوى مهيمنة على العالم، والقوى الساعدة تريد إعادة اقتسام العالم من جديد. Une nouvelle répartition de la richesse à l'échelle mondiale. ولهذا مش بالضرورة أن نقول أنا مع إكس أو مع إيجاري، مش بالضرورة نقول أنا مع بوتين أو ضد بوتين. نو. C'est ça ce qui s'est passé في الحرب العالمية الأولى والثانية. الطبقات العمال والأحزاب اليسارية
اغلبيه اللي في فرنسا قال انا مع فرنسا، واللي في روسيا قال مع روسيا، واللي في المانيا قال مع المانيا. اذا احنا ما نعيدش المساله من جديد. هذه النقطه الاولى. دونك باش نجموا نفهموا احنا شكون كي اجريس كي، باسكو ينجم يكون ظاهريا روسيا، la Russie c'est elle qui a commencé la guerre. Et si on regarde en profondeur, ينجم يكون c'est les pays de l'OTAN qui ont provoqué ça. باش نجموا نفهموا هذايا نجموا حتى قبل ما تبدا الحرب هذيا qu'est-ce qu'elle a fait les États-Unis au niveau de la Chine depuis 2 ans. C'est-à-dire à l'époque de l'autre président, ils ont commencé à essayer de répartir ces الترسانة الحربية نتاعها بأنها تتجه إلى الصين أكثر منه من الموين أوريون. هنا نفس الشيء ما يلزمناش ندخل هذه النقطة الأولى. سؤالي أنا ماذا بيا توضح هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية احنا كعرب كوطن عربي ما مصلحتنا في ذلك كذا، ومش بالضرورة نقول مع إكس ولا مع يقلق. احنا مصلحتنا وين؟ مش بالضرورة خاطر الوقاع سابقا زاد عنده قيمة. هذه الوقاع سابقا عند العرب في الوطن العربي هو أنه محتلين من طرف تركيا كي جاء الاستعمار البريطاني قالوا هذايا البريطاني باش خرجنا من هذايا، دونك تحالفوا مع البريطانيين وبعد شفت الصار. إذا المسألة ديما مربوطة ما هي مصلحتنا نحن في ذلك. وشكرا. Merci. Donc là maintenant on va communiquer avec Saïd Bouamama, après on reprendra et il est 54, on dit à attendez, hein, parce que... On a la communication avec l'intervenant algérien. C'est ça. أكثر من 4 heures توك خذ الوقت. أعطيك بعض 4 دول 4. Moi je regarde la caméra. Allô? C'est bon? C'est la taille? Ah, ça y est, il est là. Bonjour. Bonjour Saïd, vous nous entendez? Oui. Oui. Ben, on est très très ravis de vous avoir en communication. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Donc, on sait qu'on a visionné le texte que vous nous avez lu, que vous nous avez envoyé. Et donc, on sait aussi que vous êtes en pleine conférence sur l'anticolonialiste Amilcar Cabral. Oui. Ouais. Alors, moi, je voulais remercier d'avoir choisi mon livre et souhaiter de bons travaux à votre initiative, que j'estime être une initiative qui est essentielle aujourd'hui. Je pense que nous avons besoin, dans tous les peuples aujourd'hui dominés, de prendre du temps pour réfléchir ensemble aux pièges idéologiques qui nous sont tendus. En réalité, le monde est aujourd'hui de nouveau, comme par le passé, de nouveau dans une phase très dangereuse, dans laquelle les agressions, les guerres vont se multiplier, parce que les pays dominants sont de nouveau confrontés
à leur volonté de contrôler les sources de matières premières, les canaux géostratégiques, et que le plus grand piège dans ces temps-là, c'est ce que justement Cabral, à qui on consacre la journée ici aujourd'hui, Cabral nous avait appris en nous disant que le manque d'idéologie est la plus grande faiblesse des mouvements révolutionnaires. En réalité, les peuples peuvent se battre à condition qu'ils comprennent la réalité. Et pour comprendre la réalité, eh bien, il faut démasquer les idéologies qui masquent cette réalité. Et c'est pour cela que c'est une très belle initiative ce que vous faites, et que partout où nous pourrons les multiplier, il faut mettre en avant cela, comprendre les pièges des dominants, comprendre les théories qui tentent de nous masquer la réalité, nous donner une lecture inversée de la réalité. C'est ce que vous faites, et c'est vraiment une initiative qui est essentielle. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, c'est exactement ce qu'on a débattu. Et je voulais juste vous poser une question, si c'est possible, sur l'Afrique, puisque au vu des nouvelles corrélations de forces, et avec tout ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, Guinée-Conakry, est-ce que vous pouvez considérer que l'Afrique peut devenir le fer de lance vers ce nouvel équilibre dont même le président Diaz-Canel, le président cubain, a parlé d'un nouvel équilibre, ou encore certains parlent aussi d'un monde multipolaire? Je pense que l'Afrique est un élément essentiel du monde multipolaire aujourd'hui. Je pense que les dynamiques populaires en œuvre en Afrique indiquent la naissance d'une nouvelle génération anticoloniale. Parfois elle est organisée, parfois elle est spontanée. Bien entendu, quand elle est spontanée, eh bien, elle a rapidement des limites, mais en tout cas, nous sommes de nouveau, non plus dans une période de régression et de soumission à l'Occident, mais dans une période de remise en cause de l'hégémonie. Et par conséquent, l'Afrique est un continent qui est essentiel aujourd'hui dans le rapport de force mondiale. Je pense qu'effectivement, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et les difficultés de l'impérialisme français en Afrique de l'Ouest sont un indicateur des potentialités révolutionnaires en Afrique. Et imaginons simplement que les dynamiques populaires qui ont eu lieu en Afrique du Nord puissent converger avec les dynamiques révolutionnaires qu'il y a en Afrique de l'Ouest. Eh bien, vous créez là un rapport de force que l'on n'a pas connu depuis longtemps. Ça n'est pas un pays d'Afrique aujourd'hui qui est en dynamique, c'est de nombreux pays dans des espaces qui étaient auparavant séparés et qu'il nous faut maintenant réunir. Nous avons besoin de mettre au cœur de nos analyses aussi une dynamique militante panafricaine, de telle sorte qu'on voit le lien. Quand le peuple malien gagne, nous gagnons en Tunisie. Quand en Tunisie ça gagne, nous gagnons au Mali. Et ça fait partie du rapport de force. Nous faisons partie de cette partie du monde dont l'économie, dont la politique, dont le culturel ont été mis en dépendance des centres de domination, et par conséquent, retrouver une dynamique panafricaine comme dans les années 60 est un élément qui est essentiel, et c'est de ça dont ont peur les dominants aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une autre question, si vous pouvez répondre à ça. Dans le livre, vous parlez de la possibilité d'organiser des états généraux des partis de la gauche du Sud, on va dire, et de la gauche du Nord. Est-ce que vous pensez aujourd'hui cela possible? J'ai pas bien entendu votre question. Non, je dis, est-ce que, parce que dans votre texte, vous parlez à la fin de votre texte, vous parlez de la nécessité d'organiser des états généraux des partis de la gauche du Nord, on va dire, et des partis de la gauche du Sud, afin de renforcer le mouvement, un mouvement anti-guerre. Est-ce que vous pensez aujourd'hui cela possible? Alors, c'est en tout cas nécessaire. C'est souhaitable. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, pour une grande partie, les organisations de gauche en Europe sont marquées par l'eurocentrisme et sont aveugles aux idéologies dominantes de justification des agressions et des guerres. On est extrêmement surpris de voir des analyses ici de gens qui se disent révolutionnaires et qui partagent l'idée
que la France a un rôle positif à avoir aujourd'hui en Afrique. Donc ça ne sera pas avec toute la gauche. Il y a par contre une partie de la gauche qui commence à se distancier, et c'est avec elle qu'il faut tisser des liens. Et je pense que, oui, proposer l'idée d'états généraux communs, c'est en tout cas, il faut le faire. On verra si c'est possible, mais il faut le tenter. Ok, merci beaucoup, camarade Saïd Bouamama. C'est Slimane Mangana. Oui, mais parce qu'il y a... Oui, il y a deux questions. On va faire deux questions, puis après on passera la parole à Souleymane. Oui, mais juste concernant la mise en avant en fait, de la lutte de classe avant la question nationale en Europe et dans l'hémisphère du Nord, en général, on voit que bien sûr ils ne sont pas trop concernés car voilà, la souveraineté nationale n'est pas atteinte, l'intégrité territoriale aussi n'est pas menacée ou attaquée, contrairement à tout ce qui se passe dans l'hémisphère du Sud, bien sûr. Mais donc comment aujourd'hui pouvoir arriver à ce réveil en fait des consciences collectives à un niveau global dans ce sens, justement pour la question nationale. Quelles conditions pourraient, disons, favoriser une internationalisation de la question nationale, mais pas seulement en fait de cette question nationale en soi, mais plus en général l'internationalisation de la lutte voilà, anti-impérialiste, anti-agression. Sans souhaiter que ce soit une question à $1 million. Mais vous parlez du centre dominant, parce que les prises de conscience, par exemple en Afrique ou en Amérique du Sud, elles sont réelles. De quel vous... À un niveau évidemment global, parce que là il faut arrêter exactement, enfin, faire un discours nord-sud, enfin, dans un sens que ce qui serait souhaitable, c'est vraiment, évidemment, en passant par un changement qui vient du Nord, puisque on ne voit pas exactement cette mobilisation. Vous avez rappelé entre autres que 2003 à Irak, oui. Il n'y avait pas... Voilà, enfin, par la suite, il n'y a pas eu de grosses mobilisations. Ces masses, oui. Exactement, oui. qu'on avait dans les capitales européennes à ce moment-là. Oui, oui, tout à fait. En général, voilà, quelles conditions les conditions sont l'aiguisation, je ne sais pas si on dit ça, les contradictions qui sont en train de s'aiguiser. Par exemple, vous voyez aujourd'hui en France ou en Angleterre, des manifestations, des grèves massives, des manifestations massives dans les pays européens. Et personnellement, je pense que ce genre d'aiguisation de la crise capitaliste peut porter justement à une prise de conscience, comme on a vu en Italie, je ne sais pas si vous êtes au courant, les dockers italiens qui se sont refusés d'embarquer des armes, de l'armement en Ukraine, et on a eu aussi le cas, je crois, en Angleterre et en Allemagne, il y a eu des cas justement de prise de conscience de la part de la classe ouvrière européenne, dans lequel ils se sont refusés d'embarquer de l'armement. Oui, après on sait que l'attention que l'Ukraine a reçue de la part des gouvernements, mais je vous parle, quand vous parlez de prise de conscience, vous parlez de prise de conscience de qui? Oui, non, évidemment, pas des gouvernements, on parle carrément... Parce qu'il y a une différence, les peuples peut-être ne veulent pas la guerre, mais les gouvernements, parce qu'ils sont serviles, donc... disons, obéissent et participent à la guerre, mais les peuples peut-être que non. Au moins, voilà, tout de moins un réveil au niveau des sociétés civiles. Oui, des sociétés civiles. Moi, je pense qu'il y a des groupes parmi la classe ouvrière qui prend conscience. Maintenant, pour que ceci puisse disons, se divulguer à toutes les classes sociales, là, il y a un gros travail, non seulement un gros travail d'information, mais aussi, je pense que plus il y a d'aiguisation des contradictions de classe, et plus la prise de conscience peut se faire. Moi, je réfléchis en ces termes. Oui, parce que en fait, oui, ça revient plus il y a de la paupérisation. À la vieille question, enfin, sur l'ordre de dépassement des différences au sein de la gauche même. Parce qu'en fait, il faut, encore une fois, faire une autocritique de ce
que la gauche en fait a fait, ou plutôt n'a pas fait aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire que on voit avant le camarade Saïd rappelait voilà, le discours idéologique, mais après on voit aussi qu'on est presque arrivé à un point de cristallisation des positions idéologiques, de ces divergences, qui font que en fait, ça cause la paralysie d'action. En fait, cette exagération de pensée contradictoire qui tue l'action, parce qu'on parle de ça quand on fait référence aux mobilisations. Les actions dont vous parlez en Italie, etc. On parle d'action. Oui, d'action, bien sûr. Quand on se mobilise. Donc voilà, enfin, le danger... Enfin, c'est même pas un danger, c'est une réalité des facteurs qu'on est là je pense que se paralyse. Mais je pense que ce type par exemple, de réunion, mais surtout dans les milieux académiques. Dans les milieux académiques, c'est là que s'élaborent des concepts qui sont très dangereux, en tout cas pour les mouvements de gauche. Et c'est sur ce terrain que nous devons justement les combattre. Voilà. C'est dans il a parlé d'offensive idéologique plusieurs fois. Il a rappelé ça. Quand vous dites comment faire pour, je pense que, bon, je ne sais pas si vous êtes un professeur ou quoi, mais si vous êtes une intellectuelle, même une journaliste, c'est sur ce terrain que vous devez, je pense, lutter. Le terrain idéologique. Et puis aussi, je crois qu'il y a aussi également une question de financement. Exemple, en France, l'humanité elle reçoit 8 millions d'euros par an de l'État. Bien sûr. Donc, quand elle reçoit tous les ans ces 8 millions, lorsqu'elle commence à écrire des lignes sur l'État français, qu'est-ce qu'elle va faire, sa politique, elle va y aller avec quand même une certaine prudence, parce que 8 millions d'euros, c'est énorme. Exact. Ça aussi, il y a tout le problème du financement. Je ne sais pas si je me trompe. Oui. On a le temps. Non, juste lui, parce qu'il voulait, ça fait depuis longtemps que vous vouliez parler. Je m'appelle David Zaki, un des fondateurs du mouvement Zafé. Je vais dire deux choses vite. On a fait une étude au mouvement de la paix sur la contestation des guerres. Et on a trouvé les résultats étaient étonnants. C'est parce que la plus grande mobilisation contre la guerre a eu lieu aux États-Unis contre la guerre du Vietnam avec les Américains. Ouais. C'est juste pour vous donner. Et la plus grande contestation qui a été faite, organisée contre le siège de Beyrouth en 1982, a eu lieu à Mexico. À Mexico, il y a eu une manifestation de 700 000 personnes contre le siège de Beyrouth. C'est-à-dire que le chiffre est plus important que toutes les manifestations réunies dans les pays arabes, en Europe, etc. C'est-à-dire c'est aussi des questions qui laissent à réfléchir. Le deuxième point, et je m'arrête. Vous pouvez expliquer ça? Oui, je peux l'expliquer. Par rapport au monde arabe oui, je peux l'expliquer, mais c'est long, c'est pas. Quand j'aurai la parole une fois, j'explique pourquoi. Les mouvements de contestation de la guerre ont été généralement les 19 qu'on avait recensés, étaient non encadrés par des partis politiques ni de gauche, ni d'extrême gauche. La deuxième, c'est depuis 1920, on sait que la théorie de l'espace vital a été un des moteurs de l'impérialisme, qu'il soit américain ou autre. C'est-à-dire, ils ont découvert le pétrole. Le pétrole fait partie de l'espace vital d'une économie, comme celle des États-Unis. On savait depuis 1920 que le XXe siècle sera un siècle de guerre pour s'accaparer des matières premières et, en l'occurrence, le pétrole. Cette notion d'espace vital n'est pas seulement une nouvelle façon de voir la guerre, c'est une nouvelle conception de la géopolitique. Et cette conception de la géopolitique, malheureusement, la gauche n'a pas su la gérer, ni d'une manière directe ou indirecte, ni par rapport au local, ni par rapport au régional, ni par rapport
de l'international. Et souvent, les marxistes-léninistes font taire toute réflexion sur la question de l'espace vital, parce que chaque fois on essaie d'en parler, très vite vous êtes de trotskistes, je parle des partis centralistes, de trotskistes, et c'est des questions qui sont idéologiques, c'est-à-dire en dehors de l'idéologie. L'idéologie, c'est les Américains et les Soviétiques. Et tout ce qui en sort n'est pas de l'ordre du marxisme. Et donc, c'est une révision de la pensée de gauche en matière de nouveaux concepts qui gèrent le monde aujourd'hui. Et entre autres, l'espace vital. Moi, je connais l'espace vital chez les nazis. Je ne connais pas d'autres espaces. Et surtout dans la géopolitique. Dans la géopolitique, on parle beaucoup de l'espace vital. Les Américains ont défini leur espace vital en 1946. Oui, parce qu'il y a une idéologie bourgeoise, une idéologie nazie derrière. En créant le plan Marshall, oui. L'introduction du plan Marshall explique que les États-Unis, l'Europe fait partie d'eux. Ils le disent, de l'espace vital, ils le disent, ils ne s'en cachent pas. Oui, aujourd'hui on le voit bien. Les Britanniques en 1904, bien avant les Américains. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et félicitations pour Madame Girard. Oui, félicitations pour votre félicitations parce que c'est les enfants des militants aujourd'hui, en Tunisie, qui soulèvent des questions qui n'ont jamais été soulevées par les partis, qu'il soit le parti d'Union des Tours que le parti communiste. Félicitations. Souleymane, maintenant la parole à Souleymane Mangané, parce que sinon on n'aura pas le temps de tout. Pardon ? Après, attendez. Il faut faire parler Souleymane. Alors. Après, la réponse sera collective. Donc, merci. Je serai très bref. Puis, le temps qui nous reste, il semble trop peu. D'abord, Madame Girard a terminé sa brillante intervention en parlant de l'autocritique. Donc là, je vais commencer. Concernant la gauche, je crois que cette gauche aussi a besoin de faire sa propre autocritique. Pourquoi? Parce que les forces ont constaté que la gauche est en train de perdre depuis longtemps ses valeurs cardinales, qui sont la souveraineté, qui sont la dignité, qui sont surtout mettre en valeur la lutte pour la liberté des peuples. Donc, si la gauche elle-même qui doit prendre, c'est-à-dire qui doit assumer cette responsabilité, donc si elle n'arrive pas, c'est-à-dire à mener à bien cette lutte, donc je crois que là, il y a un problème. Apparemment, par exemple, ce qui concerne cette problématique, je crois qu'il y a une rupture idéologique. Donc, si nous voulons nous inscrire dans une continuité idéologique, parce que moi, en tout cas, personnellement, je suis contre qu'on dise que, c'est-à-dire les temps des idéologies, c'est-à-dire en révolu. Ça, je ne suis pas d'accord, parce que sans une idéologie, on ne peut pas pérenniser une lutte. Donc pour pérenniser une lutte, il faut une idéologie. Donc je crois que quand on voit une gauche, c'est-à-dire bourgeoise, donc ça doit nous interpeller. Ça, c'est le premier point. Parce que je veux que ça soit un débat, une interaction aussi entre les conférenciers et le public. Parce que, enfin, c'est la complémentarité entre les deux points. Le deuxième point, c'est, on parle de la guerre, comment je dis, par les armes. Mais je crois que la pire des guerres, c'est la guerre intellectuelle. Donc, surtout la guerre des idées. Quand Descartes nous dit « je pense, donc je suis », il y a... nous, ici, on peut dire qu'il y a un égo et eurocentrisme.
المركزية الغربية. هذه المركزية الغربية تبدو لي مهمة جدا وضرورية. لماذا؟ لأن الاستعمار بمعنى هذا المفهوم ليس استعمارا للأرض، بل هو استعمار أيضا للعقول. إذن فإنما ننظر إلى مناهجنا التربوية وننظر إلى وسائلنا الإعلامية نرى أن هناك حربا شرسة ضد العقول. إذن فلا يمكن لنا أن نربح الحرب بالسلاح إلا أن نربح الحرب بالعقل. لذلك فجورج حبش في آخر حياته وهو من مؤسسي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قال سأؤسس مركزا، فسئل لماذا؟ قال لأننا إن هزمنا معنا بقوة السلاح فلا أريد أن نهزم بفقدان العقل. لذلك كان يعي جيدا أن للعقل دورا ضروريا في مواصلة النداء. لذلك أؤكد على هذا الجانب ونحن نتحدث عن الحرب. لماذا؟ لأن هناك تزييف في وسائل الإعلام الحرب على أوكرانيا أو الحرب في أوكرانيا، حرب روسيا ضد أوكرانيا. هذه المصطلحات كلها نحتاج إلى فك شفراتها لنفهم ماذا يحدث الآن، من المعتدي ومن المقاوم. وعلينا كما أشار الأخ العزيز محمد صالح، هل كل حرب جائرة؟ فأنا أقول لا، إن الحرب المفروضة لابد أن تقاوم بحرب أخرى. ومن هنا تأتي أهمية المقاومة. وأظن عادل سمارة أشار إلى أنه هو يفضل كلمة الحرب المضاد على المقاومة، وأنا أقول العكس، لأن المقاومة لها بيئتها ولها أسسها ولها معانيها الغارقة والعميقة في التاريخ. لأن المصطلح أيضا ليس مجرد كلمات، بل هو يحمل دلالات تاريخية واجتماعية وسياسية. Le troisième point, c'est le statut quo. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Quelle est la solution? كما يقول قسطنطين، ما العمل؟ Quelle est la solution? Je crois que ce qui nous concerne, nous qui sommes les opprimés, comme dit Frantz Fanon, les damnés de la terre, les mu'addabuna الأرض، ماذا علينا أن نفعل اليوم؟ ليس علينا سبيل إلا أن نتحد. La seule voie pour la délivrance, c'est l'unité. Cette unité doit avoir cette trilogie. D'abord, l'organisation. Deuxièmement, parce que dans l'anarchie, nous ne pouvons rien faire. Deuxièmement, il faut l'organisation. Il faut qu'on s'organise. Troisièmement, il faut avoir les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire la formation. Il faut que nous nous formons, pour que nous puissions ensemble pérenniser cette lutte qui n'est pas seulement une lutte d'un État, mais surtout, ça doit être une lutte de tout le monde, parce que c'est une lutte pour la justice. C'est ça, quand je parle de l'Afrique, je dois aussi parler de la Palestine, parce que cette lutte, ce sont luttes de peuple, lutte pour la dignité, lutte pour la liberté. Donc, sur ce point, je m'arrête et je vous remercie.